Et on retrouve tout de suite Louis Laforge qui nous embarque pour cette plage spéciale débarquement. Et on commence, Patricia, notre tour d'horizon des plages du débarquement et des sites emblématiques de la libération de la Normandie par le kilomètre zéro. C'est ici, nous sommes à Utah Beach. C'est la première des 5 plages où les Alliés ont débarqué en ce 6 juin 1944. En quelques heures, ce seront plus de 130 000 soldats qui vont arriver sur les plages pour ce D-Day. Un début de reconquête de la France symbolisé par cette statue représentant des soldats de l'US Navy au combat. En ce D-Day était lancée la plus vaste opération militaire de tous les temps. Benoît Mousset nous fait revivre justement cette journée historique grâce à des images d'archives très rares. Le jour J qui a en fait commencé la veille de l'autre côté de la Manche. En juin 1944, tout est prêt. Depuis des mois, dans le sud de l'Angleterre, les Alliés planifient un gigantesque assaut pour ouvrir un deuxième front en France. 2 millions de soldats attendent la bataille décisive. Les efforts sont impressionnants. Jeep, Aftrak, forteresse volante, tank Sherman, 50 000 véhicules, 10 000 avions sont stockés dans toute l'Angleterre. En France, les Allemands savent que l'attaque est imminente, mais pas où elle aura lieu. Sur toutes les côtes, à tous les points névralgiques, l'armée allemande veille. Les Allemands penchent pour le Nord-Pas-de-Calais, là où la Manche est la plus étroite. Pour contrer les Alliés, le mur de l'Atlantique, un édifice titanesque, inspecté la veille du 6 juin par le maréchal Rommel. Im Hinblick auf den vorzüglichen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen. Le même jour, le général Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées, se décide enfin. Le débarquement aura lieu le 6, car la météo le permet. But 5 minutes under such conditions sounds like a year. Actually, I think after 30, 45 seconds, something like that, I just got up and said, okay, we'll go. Go, on y va. À 1h15 du matin, le 6 juin, le jour J commence. La bataille est d'abord aérienne. 20 000 parachutistes américains et britanniques font le grand saut. Leur mission est vitale pour la suite de l'invasion. À l'aube, après des combats féroces, les objectifs sont atteints. Sainte-Mère-Église notamment est prise. Pendant ce temps en mer, sur 35 km de front, cette incroyable armada vogue vers la France. 5000 bateaux, protégés par 700 navires de guerre, survolés par 13 000 avions et transportant 140 000 hommes de troupes. À l'approche des côtes françaises, c'est un déluge de feu qui s'abat sur les défenses allemandes. Le débarquement des troupes a lieu sur 5 plages. Elles portent tout un nom. Utah et Omaha pour les Américains, Gold, Juno et Sword pour les Britanniques et les Canadiens. À 6h30, les premières vagues d'assaut s'élancent. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Omaha Beach, c'est l'enfer. Les bombardements alliés ont raté leur cible. Les défenses allemandes sont intactes. Les soldats américains se noient ou sont cloués au sol. Entre la mer et la falaise, les pertes sont très importantes. En fin de journée, Omaha Beach est reprise. L'opération a réussi, mais à quel prix? 2000 morts. À Utah Beach, le débarquement se passe mieux. Les soldats américains s'enfoncent très vite à l'intérieur des terres et font leurs premiers prisonniers.
Pendant ce temps, les troupes anglaises et canadiennes progressent sur leur plage, dans la difficulté mais dans les temps. À Ouistreham, les premiers soldats français débarquent à leur tour, le commando Kieffer et ses 177 hommes. Le 6 juin au soir, la première phase du débarquement achevée, les généraux alliés respirent. 156 000 hommes ont débarqué en Normandie, les positions sont renforcées, l'opération Overlord est un succès, mais encore bien fragile. C'est donc ici, Bloody Omaha, la plage la plus sanglante du débarquement. 70 ans après, on a évidemment du mal à imaginer que cette immense étendue de sable fin fut un enfer. Restent quelques stigmates et les monuments du souvenir, comme cette œuvre monumentale, une œuvre contemporaine créée en 2004 à l'occasion du 60e anniversaire. C'est dans ce cadre hautement symbolique que nous avons donné rendez-vous à l'un des plus grands spécialistes du D-Day. Claude Quetel, auteur de nombreux ouvrages, qui vient de publier Le débarquement pour les nuls. Merci d'être avec nous sur la plage d'Omaha Beach. Les conditions de débarquement le 6 juin à l'aube étaient idéales. Pourquoi? Il faut un débarquement à mi-marée montante parce que à pleine mer, les défenses allemandes ont été calculées de telle façon que le débarquement sera terriblement meurtrier et à basse mer, de la même façon, 2000 mètres plus loin, il sera de nouveau meurtrier. Donc, on considère que ce sont les meilleures conditions, sauf qu'à Omaha, rien ne marche comme prévu. Pourquoi? L'artillerie navale, qui est à 18 km, rate sa cible par manque de visibilité, il fait un temps de chien. Les bombardiers ratent également les 14 points forts qui défendent cette plage de 6 km de large. Donc, la première vague qui arrive, là, à 6h30, ici, on a la 29e division d'infanterie. Ici, on a la fameuse Big Red One, la première division. Première vague, 1300 hommes. Mal de mer, ils sont dans des petits bateaux de débarquement. Les navires de transport sont à 18 km au large. Ils ont froid, ils sont en proie au mal de mer. La mer est dans un état épouvantable, il y a des creux de 1,30 m, 1,50 m. Et lorsqu'ils débarquent enfin, presque soulagés de sortir de leur barge, la riposte allemande est terrible. Ils se retrouvent devant des défenses allemandes absolument intactes. Les Allemands ont eu ordre de tirer au dernier moment et c'est le massacre qui commence. La bataille de la Normandie qui a suivi le débarquement a duré 3 mois. Est-ce que les Alliés ont abusé des bombardements sur les communes de Basse-Normandie? Vaste question, toujours à l'ordre du jour. Mais vous, l'historien qui avez publié énormément d'ouvrages, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on aurait pu gagner la guerre avec moins de dégâts, moins de victimes? Probablement oui. Le bombardement du Havre, on se demande à quoi il sert puisque le Havre est déjà isolé. Le bombardement de Caen, probablement également à discuter. Mais il ne faut quand même pas oublier, et ça les Normands dont je suis ne doivent pas l'oublier, c'est que les Alliés qui viennent ici ne viennent pas libérer ni la Normandie ni la France, ils viennent battre l'Allemagne. C'est pour ça que le débarquement a autant d'importance aujourd'hui dans les mémoires, c'est qu'il y a eu d'autres débarquements, mais ce débarquement-là, c'est le début de l'assaut de ce que la propagande allemande appelait la forteresse Europe, et par conséquent de la victoire finale sur le nazisme. Merci Claude Quetel. Merci. Nous allons maintenant partir à la rencontre de l'un de ces soldats qui a débarqué ici sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. 70 ans après, ce vétéran de l'armée américaine vient de refaire la traversée de la Manche depuis le sud de l'Angleterre. Johan Vanov et Anne-Charline Lambard l'ont accompagné dans ce voyage sur les traces de son passé. L'occasion aussi pour lui de vivre de l'intérieur les cérémonies de ce D-Day. So, Jack, could you push on this button, please? Push that? Yes, please. Il ose à peine annoncer son départ. Et pourtant, ce voyage, Jack en a rêvé. 70 ans après, jour pour jour, il retraverse la Manche avec une mer d'huile. For the travel, there is no swell, nothing. You rode an 83-footer, you'll never get seasick on this, although this rolls differently, a lot slower.
Cette fois, il voyage sous les drapeaux alliés le 6 juin 1944. C'était sous la bannière américaine. Jack, le garde-côte, devait porter secours du côté de Juno Beach. In the water or craft sinking, and one of the boats picked up 5 fellows off a petrol barge that was on fire. Pour Jack, le débarquement est parti de Poole, ce port du sud de l'Angleterre. L'opération a commencé le 4 juin 1944. 4th of June, my section of 10 boats went up towards Portsmouth because we were assigned to the Canadian sector. Sur le quai de Poole, une plaque rappelle encore aujourd'hui l'histoire du bataillon de Jack. L'idée de faire intervenir des gardes-côtes dans l'opération Overlord, c'est celle du président Roosevelt en personne, lorsqu'il découvre que rien n'a été prévu pour secourir les victimes. And suggested they contact the Coast Guard because that's what they did, the rescue work, etc., etc. That's you? That's me, then and now. L'armada de Jack va sauver 1500 personnes. Une histoire qu'il raconte devant des audiences conquises d'avance, car à bord du ferry aujourd'hui, il y a les passionnés d'histoire et ceux qui l'ont faite. We had 60 of those wooden cutters, and they had 10 and 10. No, I was native, so we were ashore doing forward observation for the warships. Ces deux soldats de Juno Beach ne s'étaient jamais rencontrés, mais aux yeux des voyageurs, peu importe leur affectation, ils sont de toute façon des héros. La côte française est en vue, un bon bol d'air et aucune larme pour Jack. Normandy. What do you feel? What do I feel? I feel that I'm lucky that I lived to over 91. Sur la terre ferme, la France de 1944 est réunie sous ses yeux. Des Marines américains, des filles à embrasser et des jeeps qui roulent sirène hurlante. Le bonheur. Nous sommes à présent sur les hauteurs d'Arromanches. C'est ici, au large de cette commune du Calvados, que dès le 7 juin, les Alliés ont commencé à construire un port artificiel sur plusieurs centaines de mètres, et même, vous le voyez, au large jusqu'à plus de 2 km. Un chef-d'œuvre du génie militaire qui a été édifié en moins d'une semaine. L'objectif, c'était bien sûr de faire venir le plus rapidement possible des munitions, des vivres, du carburant, sans oublier les renforts. 70 ans après, Arromanches reste l'un des hauts lieux du débarquement. Dans 48 heures, toute la Normandie sera de nouveau au centre du monde. On attend en effet plus de 200 000 visiteurs, des vétérans, sans oublier bien sûr la trentaine de chefs d'État et de têtes couronnées. Un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place sur terre, sur mer et dans les airs, comme nous l'explique Peggy Moget. Elle s'appelle Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. 5 plages qui s'apprêtent à accueillir les plus grands de ce monde. Et pour les recevoir, un impressionnant déploiement de forces de l'ordre, comme en témoigne cette colonne de près de 400 gendarmes motocyclistes qui se dirigent vers les côtes normandes. Le prince William et Kate. Dans ces dossiers, l'itinéraire des délégations officielles qu'ils seront chargés d'escorter. Mais un imprévu est toujours possible. Premier ministre. Au niveau du protocole, tous les chefs d'État, effectivement, voilà, on leur escorte. Là, c'est très protocolaire et c'est très organisé. Maintenant, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une demande impromptue d'une autorité X ou Y pour les déplacer voilà, en sécurité sur zone. Sécurité maximum sur les routes, en mer, mais aussi dans les airs. Des hélicoptères survolent en continu un périmètre long de 80 km. Les appareils sont équipés de caméras de haute précision. Toutes les cérémonies seront donc scrutées en temps réel depuis le ciel. Du cimetière américain de Colville-sur-Mer où se recueillera Barack Obama, à Bayeux où se rendra la reine d'Angleterre en passant par Ouistreham où iront Vladimir Poutine et François Hollande. 18 chefs d'État étrangers seront là. C'est ça qui est unique et c'est le fait que ces 18 chefs d'État vont être sur différents points. Ici, ce qui rend compliqué, c'est les déplacements et toute cette longueur, ces 80 km de zone où il y aura toutes ces manifestations, où il y aura toutes ces célébrations, où il y aura tout de micro-événements partout. Autant de sites ultra sensibles et désormais fermés au public. Ici, c'est que réservé au spectacle pour l'arrivée des 18 chefs d'État. Une situation bien acceptée par la population. Le président Poutine, le président ukrainien,
Barack Obama, bon voilà. C'est quand même la situation internationale est suffisamment tendue pour qu'on mette toutes les mesures de sécurité nécessaires en place. Au total, 12 000 hommes sont mobilisés pour assurer la sécurité de ce 70e anniversaire du débarquement. C'est l'un des plus imposants dispositifs que la France ait jamais connu. Vendredi, la ville de Ouistreham sera entièrement bouclée. Tous les chefs d'État seront alors réunis sous ces chapiteaux derrière moi pour assister à une cérémonie d'hommage retransmise dans le monde entier. L'un des points d'orgue de ce 70e anniversaire, ce sera la venue ici au cimetière américain de Colville de Barack Obama. Le chef de la Maison-Blanche, accompagné de François Hollande, devrait se recueillir notamment sur les tombes des frères Roosevelt, les fils de l'ancien président américain, tous les deux morts pour la France. Ici au cimetière de Colville, il y a plus de 10 000 tombes, des croix parfaitement alignées sur plus de 70 hectares, des croix toutes tournées vers l'ouest, vers les États-Unis. Mais le cimetière de Colville n'est pas l'unique cimetière de Normandie qui rend hommage aux soldats tombés au front. Frédéric Maillard et Laure Lino se sont rendus dans les cimetières britanniques, canadiens, mais aussi allemands, chaque pays souhaitant honorer son devoir de mémoire. Il est le gardien de la mémoire d'Ouistreham, qu'il a libéré en moins de 5 heures aux côtés des Britanniques. 70 ans après le fracas des bombes, il est toujours debout, le soldat Léon, l'un des 177 commandos français du débarquement. À moins d'1 kilomètre de la plage où ils sont tombés au champ d'honneur, ses compagnons d'armes, menés par le commandant Kiefer, reposent ici. Car les familles, après de nombreuses générations, ça oublie, tandis qu'ici, la nation n'oubliera jamais. On savait ce qui nous attendait. Il nous a dit le 5, il dit voilà, vous savez ce qui vous attend. Il n'y a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront intacts. Celui qui ne veut pas partir, qui vient me voir, je n'en voudrais pas. Et tout le monde est parti, bien sûr. Quelques croix blanches, celles des Français, au milieu des tombes britanniques. Jeunes soldats de 20 ans. Cette terre est désormais anglaise, cimetière britannique à perpétuité, en hommage du sang versé des bérets verts. Il y avait un respect mutuel, vous savez. Le béret vert, ça ne se gagne pas comme ça. Pour le D-Day, les Canadiens, eux, étaient tous des volontaires. Voici les hommes de la famille Westlake, 3 générations. Pour la première fois, ils se rendent ensemble sur la tombe de leurs oncles, enterrés à l'ombre des érables du cimetière canadien de Bény-sur-Mer. Non, elles sont par là, je crois. Les Westlake sont à la recherche de 3 tombes, 3 frères, leurs 3 oncles. Ils ont combattu ensemble et ils sont morts ensemble. Et ils sont enterrés ensemble ici. Oncle George a débarqué en Normandie le 6 juin et il est mort le 7. Les oncles Tom et Albert auront survécu 5 jours. Ils ont été tués le 11. George, le cadet, avait 24 ans. Il était déjà marié. Il débarque en Normandie sur une autre plage que ses frères. Albert et Thomas, eux, se sont battus dans le même régiment. Ils sont morts dans les bras l'un de l'autre, comme une preuve d'amour pour toute la famille. Le 4e frère, John, dont ils sont les descendants, était lui resté au Canada. Il veut alors s'engager à son tour. Il voulait venir en France, venger la mort de ses frères, mais le Canada a refusé. C'en était trop pour une même famille. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous sommes là, vivants, 70 ans plus tard. Alléluia, 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 Alléluia. 5000 Canadiens ont perdu la vie pour libérer la Normandie. Christophe Collet ne serait pas là aujourd'hui si sa mère n'avait pas été sauvée en 1944, à l'âge de 7 ans, par les soldats canadiens. Aujourd'hui, ce prof d'histoire normand perpétue la mémoire. Une mémoire qui passe aussi par la réconciliation. Alors régulièrement, il amène des jeunes dans le cimetière allemand de la Cambe.
Ici, on est dans un cimetière d'ennemis, mais pour vous, aujourd'hui en 2014, ça n'a pas beaucoup de sens. Ici, on est dans un cimetière de victimes, des victimes d'un régime pour lequel ils n'adhéraient pas nécessairement. Ici, les tombes ne sont pas fleuries. Plus de 20 000 sépultures de soldats, enterrés 2 par 2. Il en manquerait 30 000, des soldats dont le corps n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas ce qu'on aurait été, nous, à leur place, si on avait eu leur âge, si on avait vécu tout ce qu'eux, ils ont vécu. Donc je trouvais ça important de venir là. Nous retrouvons le soldat Léon, l'un des derniers survivants français du D-Day. Avec sa femme britannique, qui elle aussi a fait la guerre, c'est une période de leur vie qui ne les a pas quittés. Ils nous montrent leurs photos préférées prises fin août 1944, celles des survivants du commando Kiefer. Léon et Dorothy vivent aujourd'hui en Normandie. Ils ont décidé de finir leur jour près des rivages du D-Day et de leurs camarades tombés au combat. Nous sommes juste au-dessus de la plage d'Omaha Beach, toujours au cimetière américain de Colville, en présence d'Alan Hemmelings. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des directeurs de ce cimetière. Des milliers de corps ont été enterrés ici après la guerre. Pourquoi d'autres ont été rapatriés aux États-Unis? En fait, c'était le choix des familles. La majorité des familles ont décidé qu'ils veulent que le corps soit rapatrié aux États-Unis. Mais il y avait un pourcentage, à peu près 30%, qui sont décidés que c'était ici, en France, où leurs proches sont tombés, et c'était ici où ils veulent qu'ils soient enterrés. Ici, il y a une atmosphère très particulière, une grande quiétude, même s'il y a des milliers de tombes. C'est une nécropole. Comment expliquez-vous cette atmosphère? C'était dans les visions des architectes américains, quand ils étaient en train de préparer le cimetière, de donner une ambiance aux visiteurs de la sérénité et de la paix pour tous ces soldats qui sont enterrés ici. 70 ans après le débarquement, que signifie pour vous la venue du président américain? Quel est le symbole? La Normandie est si symbolique pour les gens américains, le peuple américain. Et le président américain, il va être ici pour vraiment donner au peuple européen et les Français qu'on n'a jamais oublié le sacrifice de nos fils et filles pour la libération de l'Europe. Alan Hemmelings, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au cimetière américain. Good luck, bonne chance pour vendredi. Quant à moi, je reprends la route direction Sainte-Marie-du-Mont, l'une des premières communes françaises libérées en juin 1944. Le 70e anniversaire du débarquement est l'occasion pour des milliers de collectionneurs comme Jean-Noël, des milliers de passionnés venus du monde entier de se retrouver. C'est le cas ici autour de l'église de Sainte-Marie-du-Mont où un campement des soldats alliés a été fidèlement reconstitué. Alors parmi les objets mythiques de la Seconde Guerre mondiale, il y a une arme qui a joué un rôle essentiel pour la résistance et pour la préparation du D-Day. C'est la radio, le célèbre poste de radio que l'on écoutait évidemment en cachette pour capter Radio Londres et l'émission Les Français parlent aux Français. Michel Vial revient sur l'épopée radiophonique de la BBC qui en ce 6 juin 1944 annonçait le débarquement dès 9h30. Ici Londres, les Français parlent aux Français. Frank Bauer, 96 ans cet été, est le dernier survivant de l'équipe Les Français parlent aux Français. Ici, Londres, il fallait arrêter. Les Français parlent aux Français. Il fallait que ça soit dit comme ça. Les voix françaises de Londres, c'étaient ces jeunes gens rassemblés dans une sorte de troupe radiophonique dont la mission consistait à remonter le moral de la France occupée. Un moral dont témoignent les milliers de lettres adressées, malgré la censure, au siège de la radio anglaise.
C'était une fenêtre sur la liberté, c'était une soupape. La BBC était une sœur, une confidente. On se rend compte que écrire à la BBC, c'était pouvoir enfin dire librement ce qu'on avait sur le cœur. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. 6 juin 1944, le général de Gaulle annonce sur les ondes le débarquement allié depuis Bush House, le centre du service mondial de la BBC à Londres. Ici, Londres. Pendant 4 ans, des journalistes et chroniqueurs français se sont efforcés de rendre espoir, de distraire et d'informer, tout en contrant la propagande allemande. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemande, contre du maquis, combattant pour la France. La BBC a joué un rôle capital parce qu'elle a maintenu l'espoir parmi les Français dans la première période. Et ensuite, elle a contribué à piloter l'action tactique des résistants français. Le sanglier se porte gentiment. Des simples consignes pour contredire les Allemands aux messages codés destinés aux forces françaises de l'intérieur, le service français de la BBC a su, en 4 ans, stimuler l'esprit de résistance face à un occupant de plus en plus violent. Nous disons la paix a un joli sourire. Voilà, page spéciale enregistrée ce week-end. Nous retrouverons Louis tout à l'heure pour d'autres rencontres à l'occasion des 70 ans du débarquement dans le Grand Soir 3. Et pour la dernière partie de cette page spéciale consacrée au 70e anniversaire du débarquement, nous rejoignons les amis de Jean-Noël qui m'a accompagné sur les routes de Normandie, les amis collectionneurs qui nous ont réservé une petite surprise, une vraie scène de vie quotidienne de l'époque. C'est dans ce cadre assez étonnant que j'ai donné rendez-vous à Olivier Frébourg. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain, éditeur, c'est assez étonnant, on s'y croirait là. Oui, vous avez débarqué sur la plage, vous avez traversé le bocage et maintenant vous êtes chez les paysans normands. Vous publiez avec votre maison d'édition Équateur ce manuel d'instruction à l'usage du soldat britannique et américain. Ce sont des facsimilés, les vrais ont été publiés à l'époque. Oui, absolument. Nous avons voulu reproduire à l'identique ces guides qu'avaient les soldats américains et britanniques dans leur besace au moment du débarquement. En effet, la grande inconnue de cette guerre, quand 150 000 hommes ont débarqué, c'était quel allait être le contact avec la population française. Et qu'est-ce qu'on allait trouver sur place? Alors les mitraillettes allemandes, ça ils s'en doutaient. Quelle image est donnée de la France dans ces petits guides? Alors voilà, la grande préoccupation, c'était le contact avec la population civile. Comment un jeune Américain qui ne connaissait rien du tout de la France ou un jeune Anglais allait-il aborder l'esprit français et la population française? Et donc c'est toute cette description qui est faite dans ces guides qui sont, je dirais, un peu le moment humoristique et décalé de cette épreuve de larmes et de sang. Grâce à des dessins un petit peu à la Sampé, on voit une sorte d'image d'Épinal de la France. C'est-à-dire que, par exemple, les bistrots sont absolument parfaitement décrits. Il faut donner des manières aussi de civilité. C'est-à-dire que... Oui, c'est aussi un guide de savoir-vivre. Absolument. On pense que les Américains vont taper dans le dos des Français et des Françaises. Eh bien non, il faut qu'ils apprennent non pas à chausser les patins, mais au moins à serrer la main et à dire bonjour, madame, monsieur. Et madame surtout, parce qu'il y a une obsession, ce sont les femmes. Oui, alors l'obsession, c'est les femmes. Pourquoi? Parce que d'abord, les hommes ont été ou déportés ou sont en camp de travail. Et donc, la France est devenue en 1944 un pays de vieillards et un pays extrêmement féminisé. Et donc, le contact avec les femmes, évidemment, c'est ce qu'ils redoutent. À la fois parce qu'ils pensent que les Britanniques et les Américains ont une image superficielle de la femme presque française, légère. Et au contraire, ces guides nous montrent qu'en fin de compte, la femme française est considérée comme une héroïne. Elle a tenu le foyer pendant que les hommes étaient à la guerre, pendant que les hommes étaient absents. Et ces guides sont aussi un hommage à la femme française pendant la Seconde Guerre mondiale. Olivier Frébourg, beaucoup d'ouvrages paraissent ces jours-ci à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Réédition du dictionnaire du débarquement sous la direction de Claude Quetel, qui est avec moi sur la plage d'Omaha Beach tout à l'heure, aux éditions Ouest France. Et puis ce livre, cette bande dessinée qui retrace l'épopée, l'aventure de Robert Capa, le photoreporter, l'unique photoreporter qui a débarqué
sur les plages de Normandie. C'était à Omaha Beach. Voilà, et puis comme tous les soirs, Olivier, nous présentons une revue de presse. Alors ce soir, elle est un peu particulière puisque nous allons voir ce que a retenu la presse le 6 et 7 juin 1944. Et alors on s'aperçoit que la presse américaine était très forte, hein, puisque le New York Times ou le Pittsburgh Press annonçaient déjà le débarquement. C'est étonnant. C'est très surprenant parce que la confidentialité était évidemment l'une des clés stratégiques du débarquement, et les Allemands pensaient qu'il allait y avoir un deuxième front, notamment dans le Pas-de-Calais, et que le deuxième débarquement serait le vrai débarquement. Et en fin de compte, on peut être tout à fait surpris qu'avant Internet, avant la communication mondialisée, eh bien déjà les journaux américains au petit matin communiquent l'information la plus essentielle, c'est-à-dire que le débarquement, le vrai débarquement, a bien lieu en Normandie. Alors la presse française, elle, est loin d'être libérée, hein, puisque notamment le matin, le mercredi 7 juin, explique que le maréchal Pétain exhorte solennellement les Français au calme et à la discipline. La presse n'est pas encore libérée. Là. Non, c'est une vision évidemment défaitiste et qui minore la réussite de cette première journée de débarquement qui a été, elle, une véritable réussite. Merci Olivier Frébourg.